lancer l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. On va continuer à parler de transformation naturelle et on va arriver. Le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de démontrer quelque chose. Donc, on était toujours sur l'étude d'exemples pour vraiment essayer petit à petit de bien se sentir à l'aise avec cette notion de transformation naturelle. Et donc, l'idée de base, hein, c'est quand même se restreindre dans un premier temps à ce que c'est qu'un isomorphisme naturel. Qu'est-ce qu'un isomorphisme naturel? Et le modèle de ce que c'est qu'un isomorphisme naturel, c'est typiquement E croix F est isomorphe à F croix E. On était dans l'étude d'un exemple, donc je vais faire petit 1 fin de l'étude de l'exemple. Et l'idée, c'était de montrer que les parties de E sont isomorphes naturellement avec l'ensemble des fonctions de E dans 0,1. Pour ça, on a besoin de considérer deux foncteurs. Donc, le cadre, c'est simplement, eh bien, on va avoir des foncteurs de la catégorie des ensembles. Dans la catégorie des ensembles, alors, quitte à avoir un petit peu plus de structure, bon, on va s'offrir, hein, puisque c'est possible, on va aller dans la catégorie des ensembles ordonnés. On a un premier foncteur que je vais appeler, je pense que j'avais dû l'appeler F, qui a un ensemble E associe eh bien, l'ensemble ordonné par l'inclusion des parties de E. Et on va avoir un deuxième foncteur G qui a un ensemble E, associe naturellement l'ensemble des fonctions de E dans 0, 1. Voilà. Et on cherche, nous, une transformation naturelle, alpha, qui soit une transformation, un isomorphisme naturel. Alors, avant toute chose, il faut bien noter que les foncteurs dont il s'agit renversent les flèches. Si j'ai une flèche, je me répète, hein, mais ça ne fait pas de mal, toujours bien de se répéter. Si j'ai une flèche de petit f de grand E dans grand F, c'est des flèches d'ensemble, eh bien, j'en déduis une flèche dans l'autre sens, de P de F dans P de E, que je peux noter par exemple F moins 1, et donc il y a une partie B associe F le tiré en arrière par petit f de B. Donc j'ai bien défini un foncteur comme ça. À chaque objet, je sais associer un objet, et à chaque flèche, je sais associer une flèche. Et cette association est fonctorielle. Qu'est-ce que ça veut dire que cette association est fonctorielle? Ça veut dire que si j'ai trois ensembles E, F et G avec F puis G, eh bien, si je prends ici une partie C de G et que je la tire en arrière par F puis G, eh bien c'est pareil que si je commençais par la tirer en arrière dans grand F pour obtenir le tirer en arrière de la partie C par petit g, pardon, et qu'ensuite je décidais de la retirer en arrière par l'application F. Ça marche. Okay. Autrement dit, j'ai une application qui va de P de G dans
P de F, et j'ai une application P de F dans P de E. Là, c'est le tiré en arrière par petit f. Là, c'est le tiré en arrière par petit g. Et ici, c'est le tiré en arrière par f puis g. Et ce diagramme commute. Voilà, donc on a bien un foncteur. Et en fait, on a la même chose. Je ne vais pas le faire. Je vais juste faire un de même. De même, j'ai bien un foncteur de la catégorie. Alors, la catégorie opposée, soit on met hop, soit on met un petit rond aussi. Donc là, je ne sais pas si j'ai mis un petit rond. Ah ben, je n'ai pas noté. Mais ici, c'est vraiment la catégorie opposée. Donc on peut mettre un petit rond au-dessus de la catégorie des ensembles ou un petit hop, c'est pareil. La catégorie opposée. Et alors, j'ai un doute sur le petit rond, mais je peux quand même vérifier dans mon bouquin de référence. Catégorie opposée, à mon avis, opposite category, page 9. Bah, dans le bouquin que je regarde, il le note hop. Donc, je vais plutôt garder les notations de la catégorie opposée. Et donc, de même, j'ai un foncteur de la catégorie des ensembles qui renverse les flèches dans la catégorie des ensembles ordonnés et qui, donc, on avait dit, qui a E associe l'ensemble des fonctions de E dans 0, 1. Comment je redonne ça? Je redonne ça par l'ordre naturel, c'est-à-dire que f est plus petit que g si et seulement si pour tout x appartenant à E, f de x plus petit que g de x. Et c'est bien contravariant, c'est-à-dire ça renverse les flèches. Pourquoi? Parce que si j'ai une flèche, si je me donne une flèche de grand E dans grand F, petit f, et que je me donne une application de f dans 0, 1, eh bien, par précomposition, à phi, j'associe la précomposition f de phi. Et donc, phi appartient bien à l'ensemble des fonctions de f dans 0, 1, c'est-à-dire mon foncteur g de f. On continue de voir l'écran, mais pour le recording, là, ça va être un problème, je pense. Au niveau du recording, ça va être un problème? Ouais. Ouais, on ne t'entend pas, quoi. Enfin, on t'entend souvent, mais Ouais. parfois, on ne t'entend pas. Et pour la compréhension, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer en arrêtant la vidéo, et vous allez me dire si c'est... Non, on ne t'entend plus. Ouais, je t'entends plus. Vous m'entendez plus? Moi non plus. Ok, d'accord. Je vais... Et ben là, oui, c'est revenu. C'est mieux là ou pas? C'est revenu. Ok, donc je vais reprendre quelques petits soucis techniques. Donc on était toujours dans l'étude de cet exemple et donc on voyait que l'application qui a un ensemble associe l'ensemble des parties et donc un foncteur contravariant qui renverse les flèches. Et comment ce foncteur agit sur les flèches? Eh bien, si j'ai une application entre deux ensembles, je vais avoir des applications associées entre les ensembles de parties, mais qui vont renverser les flèches. Et c'est bien fonctoriel parce que eh bien, quand j'applique mon foncteur à la composée de deux flèches, c'est bien égal au composé de l'application du foncteur à chacune des flèches. C'est exactement la définition de ce que c'est que la fonctorialité. La fonctorialité se vérifie toujours sur les flèches, pas sur les objets. Sur les objets, je dois juste associer à un objet de ma première catégorie un objet de la deuxième catégorie. Et la fonctorialité, en revanche, va être à vérifier au niveau des flèches. Voilà. Et donc, on était en train de faire la même chose sur le deuxième foncteur. Et en fait, lorsqu'on a ici donc une précomposition,
on va aussi avoir un foncteur qui renverse les flèches. Puisque si j'ai une flèche phi de grand F dans 0, 1, et bien, partition par F, j'obtiens une flèche de grand E. J'obtiens une flèche de grand E dans 0, 1. Et donc, je suis bien à valeur dans G de grand E. Et tout ceci marche de façon fonctorielle. On doit définir, vérifions que le foncteur f est finalement isomorphe au foncteur g. Donc pour ça, on construit entre f et g qui part de la catégorie, entre nos deux foncteurs. On a un premier foncteur f et on a un deuxième foncteur g. On va définir une transformation naturelle entre ces deux foncteurs. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation naturelle? Pour tout ensemble E, il nous faut définir une flèche alpha E qui va aller de grand F de E dans grand G de E. Bon, mes notations ne sont pas très heureuses sur le nom des foncteurs, puisque c'est des lettres qui ressemblent aussi à des ensembles, mais c'est comme ça. Dieu, alpha E qui va de l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des fonctions de E dans 0, 1. Et il faut que alpha E soit croissante, puisqu'on est dans la catégorie des ensembles ordonnés. Et donc, on prend tout simplement les de E dans l'ensemble des fonctions. Une partie, la fonction indicatrice de l'ordre. C'est bien croissant, ça c'est alpha E. On a, si A est inclus dans B, je vais bien avoir que la fonction caractéristique de A sera inférieure ou égale à la fonction caractéristique de B. Donc, alpha E qui mange des parties de E et qui leur associe des fonctions de l'ensemble E entier dans 0, 1 est croissante. Pour vérifier que cette application, cet ensemble, pour vérifier que cette famille d'applications, famille de flèches, de morphismes, est une transformation naturelle, on doit vérifier qu'elle est compatible aux flèches. Et donc, ça veut dire que le diagramme naturel à écrire commute, que c'est compatible aux flèches. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce que ça vérifie. Eh bien, ça vérifie que donc je pars d'un ensemble E et je vais dans un ensemble F. J'ai mon application alpha P de E dans l'ensemble des fonctions de E dans 0, 1, qui, si on veut le rappeler, a une partie A associe l'indicatrice de A. Et ici, j'ai
Là, je vais l'appeler petit f. Là, j'ai l'application tirée en arrière de partie. Et bon, là, je vais toujours de P de f dans l'ensemble des fonctions de grand F dans 0, 1. Qui est partie B associe l'indicatrice de B. Et ici, j'ai la précomposition par F. Je vais noter comme ça. Un petit tiret, un rond et un F. Il faut montrer que ça s'accommode pour tout F. Bon, bah là, quand on arrive généralement à cette situation, il n'y a rien à faire, il suffit juste de l'écrire. Donc ici, je dois partir d'ici, je dois partir de B. Finalement, je regarde. On va le faire. Hein. Je prends donc IE, on veut montrer que, on veut montrer par F de B, et je veux montrer que c'est égal à la précomposition par F, l'indicatrice de F-1 de B est égale à la précomposition qui est ici. Déjà, le type est bon, c'est de bon type, ça mange des X. Bon, alors, là, si X appartient à F-1 de B, eh bien, à gauche, ça fait 1, et à droite, ça fait aussi comme f de X qui appartient à B, par définition de X appartient à F-1 de B, j'ai l'indicatrice de B de f de X qui vaut 1. Donc, c'est OK. Et si X n'appartient pas à F-1 de B, c'est pareil. Fin de la démonstration. Donc, j'ai défini une transformation naturelle. Maintenant, on va construire la transformation naturelle réciproque. Donc, cette fois-ci, il faut que je définisse bêta indice E, qui a une fonction de E dans 0, 1, associe une partie de E. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une fonction f de E dans 0, 1, et il faut que je lui associe une partie de E. Bah, je prends la préimage, l'ensemble des éléments qui sont envoyés sur 1. Voilà. Je ne démontre pas que c'est la famille des bêta E pour E parcourant la catégorie des ensembles. Bon, bah, c'est bien une transformation naturelle. Il faut vérifier la même chose et c'est une vérification qui est aussi immédiate que la précédente. Et ensuite, donc on a la situation, bilan. J'ai finalement mes deux objets entre la catégorie des ensembles et la catégorie des ensembles ordonnés. Mon foncteur f, mon foncteur g. J'ai défini une première transformation naturelle alpha et j'ai défini une deuxième transformation naturelle bêta qui va dans l'autre sens. Alors, j'ai évidemment toujours une transformation naturelle. Je peux composer les transformations naturelles de façon immédiate.
Et j'ai toujours une transformation naturelle identité qui fait rien du tout, okay, qui va de f dans f. Hein. On a aussi. Donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est que alpha puis bêta est égal à l'identité de grand F. L'identité de grand F étant le foncteur, pardon, la transformation naturelle entre le foncteur f et lui-même, qui ne fait rien du tout. Okay. Il faut que j'ai une flèche pour tout ensemble qui a une partie associée, qui a P2, associe P2. Donc, je veux une flèche de P2 dans P2 et je fais d'identité. Voilà. Conclusion, c'est bien transformation naturelle. Okay. Bilan, OK. Et donc, il faut montrer ça. Oui, alors, il faut montrer ça et ça. IE, il faut montrer que quand je fais l'après-image, donc c'est quand je regarde l'après-image, la fonction caractéristique de A du singleton 1, bon, c'est égal à A. Et il faut que je montre que... Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je montre? Alors ici, je mange des parties. Donc là, c'est bien un foncteur de l'ensemble des parties. Et à l'inverse, maintenant, je regarde avec les fonctions. Donc, je prends une fonction, voilà. Donc, je prends une fonction. Je fais son tiré en arrière. Je regarde le tiré en arrière de petit 1 de cette fonction. Je regarde la fonction caractéristique associée à ça. Et il faut que je montre que ça, c'est égal à petit f. Et cette fois-ci, c'est la transformation identité de petit f. Okay, le type de cet objet. Ici, le type de cet objet, c'est une transformation naturelle du foncteur f. Et ça, c'est une transformation naturelle du foncteur g. Voilà, c'est que des il n'y a rien, hein. C'est purement automatique. Voilà un exemple tiré jusqu'au bout de ce que c'est qu'un isomorphisme naturel. Alors, on va voir maintenant d'autres exemples très rapidement. D'autres exemples. Autre exemple, eh bien, le bidual. Le bidual. Donc ici, je me place dans la catégorie des cas espaces vectoriels. Et je vais dans la catégorie des cas espaces vectoriels. Je vais avoir un premier foncteur qui va être le foncteur identité. Et je vais avoir un deuxième foncteur qui va être le foncteur bidual. Que je vais noter étoile. Le foncteur bidual étant la composée du foncteur dual deux fois. Le foncteur dual, il renverse les flèches. Le foncteur dual renverse les flèches.
Qu'est-ce que c'est que le foncteur dual? Il faut que je définisse comment il agit sur les objets. Sur les objets, simplement un espace vectoriel V, j'associe son dual. Et comment il agit sur les flèches? Il agit sur les flèches par précomposition. Si j'ai une flèche de V dans W, petit f, eh bien, ça va me donner une flèche des formes linéaires de W étoile dans les formes linéaires de V, qui a une forme linéaire phi associe la précomposition par f de phi. Donc ça, c'est bien de V dans K. Et ça, initialement, c'était de W dans K. Donc le foncteur dual renverse les flèches. Donc le foncteur dual, il va de la catégorie opposée. Et donc le foncteur bidual renverse deux fois les flèches, donc ne renverse plus les flèches. Et le foncteur bidual, va agir sur les flèches en faisant le truc du bidual. Et ça, il faudrait vérifier que ça correspond au truc naturel. On peut s'amuser à le faire. Donc, si je prends une flèche, donc action, pour s'amuser, on va regarder l'action du foncteur bidual sur les flèches. En tant que, avec par définition, le foncteur bidual qui est égal à le foncteur dual appliqué deux fois. Donc, comme j'ai défini comment agissait le foncteur dual, par précomposition, je le fais deux fois, donc ça va me faire le truc. Donc, je pars d'une application f de V dans W. Ça me donne une application de W étoile dans V étoile, qui traditionnellement se note T2F. Je crois que ça se note comme ça. Transposer l'application. Et donc, je répète, c'est qu'il y a une application phi de W dans K, associe l'application, la forme linéaire phi associe la forme linéaire, je précompose par phi, et donc je vais de V, puis dans W, puis dans K. Et là, c'est petit f. Donc maintenant, je peux faire la même chose. Dans les biduaux. Donc ça va me faire une flèche du bidual dans le bidual qui a une flèche psi. Alors comment je vais noter les opérations sur le bidual, je vais noter T. Donc T, c'est une forme linéaire définie sur le bidual. Et donc, je lui associe la précomposition par la transposée de F. Donc, je vais maintenant de W étoile dans V étoile. Là, je fais la transposée de F et je compose avec mon opérateur T, ici, qui va dans K. Et donc, si je veux vérifier comment ça agit, alors, si je prends ici une forme linéaire phi, elle va être envoyée
phi va être envoyé sur, d'abord, je précompose phi par f et je lui applique l'opérateur T. Voilà. Je ne sais pas du tout ce à quoi je m'entendais, mais c'est comme ça que agit le bidual sur les flèches. Donc, on peut remarquer que phi se retrouve au milieu un petit peu. Voilà, donc on a un foncteur en tout cas bidual. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir comment il agit sur les flèches. On garde souvent juste cette définition. Et donc, on va définir nature. On va définir une transformation naturelle de là, j'ai l'identité, tout simplement. Donc, le foncteur qui ne fait rien du tout. Et là, j'ai le foncteur bidual que je viens de regarder. Là, j'ai mes deux flèches. Et donc, je vais définir un foncteur. Transformation naturelle entre ces deux foncteurs. Donc, ça veut dire que pour tout objet de départ, il me faut une flèche alpha v qui va de l'image du premier foncteur, c'est V, dans l'image du second foncteur, c'est-à-dire V étoile étoile. Et comment je définis cette application? C'est tout simplement l'application qui a X associe une forme linéaire sur V étoile, qui a une forme phi associe l'évaluation de cette forme au point X. Donc c'est l'application. Là, je fais évidemment comme si vous étiez bien au fait de cette transformation naturelle de V dans son bidual. Donc, il y a une forme associe l'évaluation de cette forme en un point. Ça fait naturellement une forme linéaire sur l'ensemble des formes linéaires. Voilà. Eh bien, fait, c'est que alpha est une transformation naturelle. Alpha est une transformation naturelle. Et ça, en fait, on revient un petit peu au sens intuitif de ce que c'est qu'une transformation naturelle. C'est que, en fait, cette flèche-là de V dans V étoile, on l'a faite sans rien utiliser d'artificiel, quoi. C'est un peu ça. Elle est naturelle, donc elle n'est pas artificielle. Et quand on la restreint, fait aussi, c'est quand on la restreint, quand on restreint alpha aux espaces vectoriels de dimension finie, que je note généralement KEVF. Eh bien, quand on obtient un isomorphisme naturel entre un espace vectoriel et son bidual. On obtient un isomorphisme naturel entre V et V étoile. Voilà un autre exemple de transformation naturelle. Je vais en donner un troisième. Eh bien, je peux regarder de même. J'ai toujours un morphisme de G dans son abélianisé, où G est un groupe. Et G abélianisé, l'abélianisé, je vais vous rappeler ce que c'est.
labellianisé de G. Alors, rappel sur labellianisé. Premièrement, labellianisé par définition, c'est le groupe G quotienté par le groupe dérivé de G. Le groupe dérivé de G, c'est le groupe engendré par... je sais pas, on note le groupe engendré. Groupe engendré. Crochet, non? Tu sais, les crochets. Comme les crochets. Les chevrons comme ça, là? Les trucs de produits scalaires. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est le groupe engendré par les commutateurs. Mais effectivement, ça, on veut que ce soit nul. Hein, ou GH, c'est G-1 H. H. Et donc, on a évidemment que G, le commutateur entre G et H est égal à E, si et seulement si G et H commute. Et donc, on va mettre toutes ces relations-là dans notre quotient. Donc, on impose que tous ces commutateurs sont nuls. Donc, les images dans l'abélianisé, les images de G et de H commutent tout le temps. Or, tout le monde dans G-AB est l'image de quelqu'un de G. Donc, tous les éléments de G-AB commutent. Donc, premier effet, c'est que G-AB est commutatif. Je vais refaire la démo rapide. Donc, je note pi, la projection canonique de G dans G-AB. Maintenant, je prends X et Y dans G-AB que j'écris. X, c'est pi de quelqu'un, et Y, c'est pi de quelque chose. C'est pi de quelqu'un aussi. Et donc, eh bien, XY fois, je peux regarder le commutateur entre X et Y pour savoir si X et Y commutent. Là, je suis en train de travailler dans GA. Évidemment, le commutateur commutomorphisme. Donc ça, par définition, c'est pi A, pi B. Et donc, ça, c'est pi du commutateur entre A et B. Là, mon commutateur est calculé dans G. Mais ça, c'est nul. Puisque lui, il appartient au groupe dérivé. Je n'ai pas vérifié que le groupe dérivé était un groupe distingué. Mais ce n'est pas très grave. Bilan, GA est bien abélien. Et donc, le truc que je n'ai pas démontré, c'est DG distingué. Je dois juste être un petit calcul, je pense. Mais distingué. Et alors, on a une autre caractérisation sympa de l'abélianisé. C'est que c'est dans une certaine façon le quotient où on a perdu le moins d'informations. Quand je quotiente, je perds de l'information. Je viens tuer des éléments. C'est comme si, entre guillemets, je décidais de remplacer des nilpotents par 0. Hein.
quand je décide de remplacer des nilpotents par 0, je me simplifie la vie, mais je perds de l'information. Et remplacer un nilpotent par 0, c'est décréter que ce epsilon qui vérifiait epsilon carré égale 0, maintenant je dis vaut 0. Donc quotienter, c'est perdre de l'information. Et donc là, Gab est le quotient de G où l'on a perdu le moins d'informations, où l'on a perdu le moins d'informations, qui est abélien. C'est la façon de rendre G abélien en le quotientant par le groupe le plus petit possible. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle une propriété universelle. C'est que pour tout groupe H abélien, et pour toute application, pour tout morphisme phi de G vers H, eh bien, G va se factoriser de façon unique par l'abélianisé. Il existe une unique factorisation qui va de G vers G ab. Donc là, c'est le morphisme que j'avais noté pi. Donc ça veut dire qu'il existe un unique psi de G ab vers H qui est ça. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le démontrer. Et donc, en fait, le bilan de tout ça, c'est que proposition l'application qui a G, alors, la transformation de G dans son abélianisé est une transformation naturelle. Wow, ça, c'est un petit peu pour rebondir sur la proposition que tu avais faite, Eric. Voilà. Alors, je vais un peu continuer. Est-ce que, Eric, là, il est 15 heures, tu as jusqu'à quelle heure? J'ai du temps, mais ça va prendre sur le temps qu'on va discuter après. Ouais. C'est-à-dire qu'à 16h, j'ai un hard stop. Et Miguel? Peut-être c'est pas mal d'arrêter là, comme ça, pendant que vous bossez. Moi, je peux faire ces exos là, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ces trucs-là. Labellianiser, distinguer. À chaque fois que tu as dit on ferait ceci, on ferait cela, vérifier les détails. Comme ça, la semaine prochaine, je suis opérationnel. Ça marche. Et alors, ça marche. Et pour la petite histoire, parce que Cola disait tout à l'heure qu'il n'avait pas démontré que c'était un groupe distingué, le groupe dérivé. Et en fait, on peut montrer, il y a des espèces de forces ou d'étapes. Il y a distingué, caractéristique, c'est encore plus fort, ou pleinement caractéristique. Et en fait, le groupe dérivé, il est pleinement caractéristique. Donc, plus un petit exo, Miguel, ça serait de montrer à la fois que le groupe dérivé est un sous-groupe pleinement caractéristique, et puis après de montrer un peu les implications pleinement caractéristiques, un peu caractéristiques, un peu distinguées. C'est quoi pleinement caractéristique? C'est stable par tout endomorphisme. Donc en fait, caractéristique, c'est stable par tout automorphisme, et puis distingué, c'est stable par les automorphismes intérieurs. Ouais, c'est cool. Je vais l'écrire, je trouve ça sympa. Ah, je ne connaissais pas. Peut-être remarque. DG est pleinement caractéristique.
Et qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire qu'un groupe H est caractéristique. Caractéristique, c'est-à-dire qu'il est stable par tout automorphisme de G. Donc pour tout phi appartenant à haute de G, et phi de H qui inclut dans H. Et je dois avoir égalité, vu que c'est des automorphismes, je peux bosser avec phi-1. Et pleinement caractéristique. Tu remplaces en fait haute par and. Ah ouais. Pour tout phi and de G. Phi de H est inclus dans H. Ah, c'est sympa. Là, c'est des notions qu'on peut regarder sur les espaces vectoriels, du coup. Donc ici, si je me place un sous-espace vectoriel qui est stable par tout endomorphisme, ben, c'est soit nul, soit plein. Et pareil pour les automorphismes. Donc c'est une notion qui n'a pas de sens, qui est vide de sens pour les espaces vectoriels. Et pour les groupes, abéliens, et pour les groupes abéliens, ça serait marrant de voir ce que ça donne aussi. Ouais. Eric. Il y a plein de... Non, je disais pour Miguel, il y a plein de petits exos intéressants à voir avec ces différentes notions, à savoir donc, le sous-groupe dérivé. Tu vois les différentes étapes entre distinguer, caractéristique, pleinement caractéristique. Et puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec le centre du groupe, qu'est-ce qui se passe avec le sous-groupe du stylo, qu'est-ce qui se passe avec différents... il y en a qui vont atteindre certains niveaux et d'autres pas. Et puis aussi, l'autre truc intéressant, c'est que la notion de sous-groupe distingué, elle n'était pas transitive. Alors que si j'ai bonne mémoire, et là, je ne sais pas fait depuis un bout de temps, mais je pense que la notion de sous-groupe caractéristique, elle doit l'être. D'accord. Je vais regarder tout ça, ouais, c'est sympa. Et puis, petite note aussi sur le groupe dérivé, c'est que je peux regarder le dérivé du dérivé, évidemment. Je peux regarder donc la suite des dérivés de mon groupe. Et si cette suite est nulle, ben, je crois que c'est la définition d'un groupe résoluble. Et il y a une autre caractérisation, je crois, des groupes résolubles, c'est que je peux trouver des extensions successives qui sont cycliques. Mais si ma mémoire est bonne, un groupe résoluble, c'est un groupe dont la suite des dérivés tend vers 0. Stationne vers 0. Et un exemple de groupe qui n'est pas résoluble, c'est Sn. Puisque le groupe dérivé de Sn, c'est lui-même. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, non. À part peut-être dans des cas, non, c'est AN. Mais je pense que tu as raison sur le groupe dérivé de Sn. Ah non, pardon, j'étais sur SLN de K. Ça doit être AN. Le groupe dérivé de Sn, ça doit être AN. Et ouais, au même titre que le groupe dérivé de GLN de K, ça va être SLN de K dans SLN de K. Sauf, à mon avis, pour des petits corps ou des petits n. Ça permet de retrouver la signature ou le déterminant. Exactement. Puisque le morphisme de... Oui, c'est ça, ouais. Mais la question, est-ce qu'on pourrait étendre ça au cas non fini?
Bon, ça, Miguel, c'est une joke entre Cola et moi. Donc j'ai SN, donc qui va naturellement dans la bélianisée, donc dans la bélianisée de SN. Donc c'est égal à SN sur le groupe dérivé de SN. Le groupe dérivé de SN, c'est AN. Un peu moche, mais S. Je vais faire normalement, ce sera plus simple. Et, donc, et SN sur AN, c'est Z sur 2Z. C'est isomorphe à Z sur 2Z. Et en fait, cette flèche-là, la flèche de SN vers SN abélianisé, c'est la signature. En fait. Signature. Et de même, si je vais donc le groupe dérivé de GLN, c'est SLN. Et le morphisme, alors GLN sur SLN, bah, c'est K. Et le morphisme de GLN vers GLN abélianisé, c'est le déterminant. Donc, ce qui permet de voir que la signature, c'est le déterminant discret, en quelque sorte. Enfin, si on imagine, évidemment, alors là, il faudrait parler du corps à un élément. Corps à un élément. Qu'est-ce que c'est que GLN de F1, GLN de F1, des noms de F1, G dans F1, c'est quoi? Bah, F1, on trouve que F1, c'est la signature. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu as enregistré Zoom Cloud ou Zoom local? Zoom local.